Il est là, sous nos pieds, depuis la nuit des temps. Il est celui qui nous soutient, celui qui nous nourrit, présent de nos premiers pas jusqu'à notre dernière demeure, à nos côtés tout au long de nos vies, et pourtant on le regarde à peine. Pour nous, il n'est que le simple support pour nos pas pressés. Oui, vous l'avez reconnu, je vous parle du sol. Mais si je vous disais que c'est en fait un puzzle millénaire, un fascinant laboratoire en action permanente, ou encore l'intime journal de notre histoire, à nous, les êtres humains. Comprendre le sol et ses enjeux, ce n'est pas juste réaliser qu'il existe. C'est saisir combien il est multiple, à quel point il est crucial. Sa compréhension est un voyage à la croisée des disciplines, entre chimie, biologie, physique, minéralogie, climatologie, archéologie et même mathématiques. Son étude en raconte beaucoup sur nous-mêmes, et je vous garantis qu'après cette vidéo, vous le verrez d'une toute autre manière. Il est l'objet avec lequel vous serez le plus en contact pendant toute votre vie. Aujourd'hui sur Matador, je vous dis tout sur le sol. Générique. Alors oui, ça peut vous surprendre, cette vidéo va parler des sols. Mais vous allez voir qu'après avoir exploré l'immensité de l'univers avec Galilée, ou les profondeurs des mers avec la plongée sous-marine, le voyage que je vous propose aujourd'hui n'est pas moins fascinant. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sol? Et pourquoi s'y intéresser? Vaste question, car vous allez le voir, on trouve plusieurs définitions selon la structure qu'il étudie. L'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en propose une définition à la fois simple et volontairement réductrice qui a le mérite d'axer sur l'une des propriétés les plus fondamentales, en tout cas pour nous les êtres humains, les sols sont la surface qui nous nourrit. D'après Wikipédia, le sol est la partie vivante de la géosphère. Enfin, d'après l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, la définition adoptée en 2014 puis confirmée en 2018 est « Le sol est un volume qui s'étend depuis la surface de la Terre jusqu'à une profondeur marquée par l'apparition d'une roche dure ou meuble. » Très bien, dont acte. Un sol, c'est donc en quelque sorte l'épiderme de la planète. Mais alors, pourquoi son étude serait-elle si déterminante, me direz-vous? Pourquoi cette mince couche de quelques décimètres est-elle si importante? Je vois. Vous voulez des chiffres. 95% de nos aliments viennent des sols de façon directe ou indirecte. Une étude a estimé le coût mondial de la désertification entre 1 et 10% du PIB agricole par an. 11 hectares de sols disparaissent par heure en Europe à cause de l'expansion urbaine. Les sols peuvent séquestrer près de 20 000 mégatonnes de carbone en l'espace de 25 ans, soit 10% de plus que les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez l'idée ou je continue? Je continue? Ok. En séquestrant du carbone, les sols participent au stockage du CO2 et atténuent ainsi le changement climatique. Ils stockent, ils filtrent, purifient l'eau, ils sont un habitat pour plus de 50% de la biodiversité terrestre. Et ne l'oublions pas, ils sont indispensables à la production de biomasse alimentaire, de matériaux, de certaines énergies renouvelables, voire à la production de molécules spéciales dont des médicaments. Alors, convaincu de leur importance? Très bien. On va donc maintenant pouvoir commencer à se pencher sur la question qui m'a animé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Un sol, comment ça se forme? À la base de n'importe quel sol, il y a une roche solide appelée roche-mère. Sous l'action de différents phénomènes naturels comme la pluie, le vent, la température, cette roche se fissure et se désagrège en petits fragments qui laissent la place à des particules minérales comme le sable, qu'on voit évidemment sur les plages, le limon que l'on trouve sur le bord des rivières, ou enfin l'argile. Peu à peu, la vie s'insère dans ce milieu avec des bactéries, des champignons, des plantes, ou encore des vers de terre et une multitude d'autres animaux parfois invisibles à l'œil nu. Ces organismes fragmentent, enfouissent et transforment la matière organique issue de plantes, ou apportée par l'homme. Ils peuvent également produire des excréments eux-mêmes transformés ultérieurement. La distribution verticale de la matière organique, les déplacements sélectifs de particules comme les argiles, les réactions biogéochimiques qui varient avec la profondeur dans le sol et la vie dans le sol amènent à former peu à peu ce qu'on appelle les horizons du sol, c'est-à-dire différentes couches, souvent horizontales.
La science qui étudie la formation et l'évolution des sols est appelée la pédologie, du grec pédon, sol, et logos, étude. D'après cette science, qui est, vous allez le voir, à la croisée de dizaines de disciplines scientifiques, ces différents horizons du sol sont répertoriés comme suit. L'horizon haut est la première couche. C'est un horizon organique formé de débris végétaux. On parle de litière, mélangés à des excréments et à des composés organiques déjà plus transformés. Cet horizon est particulièrement important pour les sols forestiers. L'horizon A, ensuite, est la couche de sol contenant à la fois de la matière organique et de la matière minérale. Son extension verticale est souvent liée à son brassage par la faune du sol, mais elle peut être liée aussi à la profondeur d'enracinement important dans les sols sous prairie ou au travail du sol, labour, etc. L'horizon B, plus en profondeur, est un horizon plus pauvre en composés organiques et où s'accumulent parfois certains constituants, l'argile, le fer, le carbonate de calcium, suite à la transformation des minéraux primaires issus de la roche-mère ou parfois d'apports en provenance de couches plus superficielles. Enfin, l'horizon C est la couche qui correspond à l'altération première de la roche-mère. Vous l'aurez compris, le sol est vivant, et c'est bien là tout l'enjeu de sa préservation. Prélevez le contenu d'une petite cuillère de sol, vous avez dans cette cuillère plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'humains sur Terre. Posez votre pied en forêt, vous avez sous la semelle autant d'invertébrés qu'il y a d'habitants en Suisse. Il y a là des bactéries, des champignons, des vers de terre, des acariens, des insectes, un véritable écosystème largement aussi complexe et interconnecté qu'une forêt tropicale. Et tout cela est là, sous nos pieds. En partant au travail ce matin, vous n'avez certainement pas réalisé que ces milliards de micro-organismes allaient participer au cycle du carbone, de l'azote, de l'eau, transformer de la matière morte en nutriments. Un travail souterrain assuré par des micro-organismes très divers que certains scientifiques qualifient de microbiote du sol, en référence à celui tout aussi important qui peuple nos intestins. Et le plus étonnant lorsque l'on prend la mesure de l'importance des sols pour notre survie, c'est de constater à quel point cette science, la pédologie, que j'ai moi-même découverte en préparant cette vidéo, est jeune. Alors qu'on étudie l'astronomie, les mathématiques ou la chimie depuis des milliers d'années, l'introduction de la pédologie en France date de moins de 100 ans. Alors, n'exagérons rien, il est vrai que l'humain est attentif à la qualité de ses sols depuis qu'il s'adonne à l'agriculture, c'est plutôt évident. Mais lorsque je parle d'une science de moins d'un siècle, en France, il faut y voir l'approche globale, rationnelle et expérimentale qui, elle, est plutôt récente. Il est couramment admis que la naissance officielle de cette science date de 1883, avec la parution de la thèse Roussian-Tchernozem du géographe russe Vassili Dokuchaïev. Certes, le nom pédologie avait déjà été évoqué, notamment par le naturaliste Albert Falloux, et l'action des vers de terre avait été étudiée par le grand Charles Darwin dans son ouvrage « La formation de la terre végétale par l'action des vers de terre ». Mais la véritable nouveauté que l'on peut imputer à Vassili Dokuchaïev, c'est de véritablement considérer le sol comme un objet d'étude lui-même, en tant qu'entité à part entière. Son idée principale est que le sol est un corps naturel, indépendant et variant, qui va donc nécessiter de nouvelles lois, de nouvelles méthodes d'étude et un vocabulaire à construire. C'est donc à la fin du 19e siècle en Russie, et quelques décennies plus tard en France, que cette nouvelle science prend son envol. Mais sa relative jeunesse n'est pas la caractéristique qui m'a le plus étonné lorsque j'ai découvert cette science. L'aspect le plus fou qui n'a de cesse de me fasciner, c'est son interdisciplinarité. C'est bien simple, on va jouer à un jeu. Pensez maintenant à une discipline scientifique, n'importe laquelle. Vous l'avez ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a de fortes chances pour que cette discipline sur laquelle votre choix s'est porté ait un lien avec la pédologie. Si vous aviez pensé à la géologie, la biologie, la climatologie, inutile de vous faire un dessin. Par exemple, en géologie, souvenez-vous, tout sol est la résultante d'une roche-mère. Mais ces sols seront différents selon la nature de cette roche-mère et des minéraux qui la composent. Du granit, du basalte, du calcaire ne donneront pas les mêmes compositions minérales des sols. Côté climatologie, un bon exemple du lien avec la pédologie est ce qu'on appelle la séquestration du carbone. En effet, de par la photosynthèse, les plantes captent le CO2 et le fixent sous forme de composés organiques qui sont ensuite retenus pour partie par le sol.
Les sols forestiers et les sols sous prairies permanentes sont riches en matière organique issue de la végétation qu'ils supportent. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas des sols cultivés, notamment des sols de grande culture qui ne reçoivent généralement que très peu de résidus organiques. Peu ou pas d'apport de fumier ou de lisier, les pailles sont exportées pour être souvent vendues, les intercultures qui pourraient être enfouies sont trop rares. Et nous allons le voir pourquoi par la suite il est primordial non seulement de préserver les sols naturels, les sols forestiers et les sols sous prairies permanentes, mais aussi de parvenir à enrichir les sols cultivés en matière organique, en changeant de pratique. Ce sont ces derniers sols qui peuvent stocker le plus de CO2 aujourd'hui pour limiter le changement climatique. De façon moins triviale, la chimie a aussi son mot à dire, car on l'a vu, un sol n'est pas juste un mélange de terre et de racines, c'est aussi un véritable laboratoire chimique, où parfois d'ailleurs les réactions chimiques au sens strict et les biotransformations sont intimement imbriquées. À l'intérieur, des milliards de réactions se produisent en permanence. La chimie du sol détermine ce que le sol contient, ce qu'il libère et surtout ce qu'il peut offrir aux plantes, aux micro-organismes ou à nous, les humains. D'abord, il y a les éléments nutritifs, azote, phosphore, potassium, calcium. Ce sont eux qui nourrissent les plantes. Mais ils ne sont pas tous disponibles en même temps. Tout dépend du pH du sol, de sa structure, de son humidité, des minéraux qui la composent. Et tout ça, c'est de la chimie. En fait, chaque sol est une sorte de filtre chimique. Il absorbe, il relâche, il peut également retenir ou libérer des nutriments, ou des contaminants qui se fixent parfois sur de toutes petites particules appelées colloïdes. Mais aujourd'hui, certaines de ces minuscules particules sont elles-mêmes des contaminants. C'est le cas des microplastiques. Sans la chimie, impossible de parler de fertilité, de pollution. Elle impacte fortement la vie des sols. La physique joue aussi un rôle essentiel dans le sol. C'est elle qui détermine si l'eau va s'infiltrer dans le sol ou simplement ruisseler en surface. Et si cette eau va rester stockée dans le sol ou s'écouler plus profondément vers une nappe souterraine. Mais la physique joue aussi sur les transferts de gaz et sur l'aération du sol. Ces derniers affectent indirectement la vie et la chimie du sol, notamment via la présence d'oxygène ou son absence. Et son pH, très lié aux concentrations locales en CO2. En l'absence d'oxygène, des micro-organismes qui peuvent vivre sans, voire qui ne vivent que sans, vont être à l'origine de biotransformations très diverses et spécifiques de ces conditions. Dénitrification, respiration sur fer et ou sur manganèse, amenant à réduire le niveau d'oxydation de ces métaux. Les mathématiques ont également leur rôle dans tout ça. Elles permettent de proposer une description des fonctionnements physiques, chimiques et biologiques du sol, en tenant compte de son organisation en horizons et des propriétés de chaque horizon. Ces modèles mathématiques permettent de simuler le fonctionnement du sol dans des conditions non étudiées expérimentalement, et ainsi d'apporter des réponses concrètes à différentes problématiques. Les sciences humaines et sociales ne sont pas en reste, car oui, les sols disent beaucoup de nous, de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous avons été. La géographie et l'histoire puisent dans nos sols des preuves appuyant telle ou telle thèse, et au contraire réfutant certains modèles. Et j'en passe, délaissant au passage la minéralogie, l'hydrologie, la botanique, le génie agricole. Bref, à la manière d'un réseau souterrain de racines ou de mycélium, la pédologie est à la croisée de plusieurs dizaines de disciplines qui seraient impossibles de lister dans cette vidéo. On vient de le voir, la pédologie, cette science de l'étude des sols, nous oblige à penser le sol dans toutes les dimensions. Et avec son avènement récent, nous avons compris, et nous continuons à le vérifier, parfois à nos dépens, que le sol nous apporte beaucoup, à bien des égards, par différents effets. On parle de leur contribution à différents services écosystémiques. On l'a vu, les sols remplissent de nombreuses fonctions dans la nature. Une très grosse étude, pilotée par l'INRAE et ayant fait intervenir des experts de différents horizons, a amené à en proposer 6. La régulation de l'eau, en quantité et en qualité, la régulation des contaminants, le stockage du carbone, la fourniture de nutriments à la biocénose, l'entretien de la structure du sol, le soutien aux organismes vivants du sol, y compris la végétation et la biodiversité.
Ces fonctions permettent au sol de contribuer ainsi à différents services écosystémiques, c'est-à-dire à la production de biens et de services par les écosystèmes au bénéfice de l'être humain. On distingue généralement des services écosystémiques d'approvisionnement, de régulation, de soutien ou culturel. Tout d'abord, et parmi les services de régulation, l'atténuation du changement climatique est intimement associée au stockage de carbone dans les sols, limitant ainsi la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Le CO2 est en effet le principal gaz à effet de serre, mais on aurait tort de croire que le CO2 est le seul responsable de l'effet de serre. Le méthane, environ 30 fois plus puissant que le CO2, il peut être produit par les sols gorgés d'eau comme les rizières, les tourbières ou encore les zones marécageuses. Ou être au contraire oxydé, donc détruit, dans les sols bien aérés, formant ce qu'on pourrait appeler des puits de méthane. Ces sols hébergent des bactéries que l'on qualifie de méthanotrophes et qui peuvent oxyder le méthane de l'atmosphère et le transformer en CO2 moins nocif. Mais le champion toute catégorie des gaz à effet de serre est sans doute le protoxyde d'azote, dont on dit qu'il est près de 300 fois plus puissant que le CO2. Et là encore, notre façon de traiter nos sols permet de réguler sa production, qui, si elle est naturellement effectuée par des micro-organismes du sol par nitrification et dénitrification, se trouve considérablement augmentée par les activités agricoles intensives basées sur l'utilisation massive d'engrais azotés. Enfin, il convient malgré tout de rappeler que si le pouvoir de réchauffement de ces deux derniers gaz, que sont le méthane et le protoxyde d'azote, est supérieur à celui du carbone, c'est malgré tout le dégagement de CO2 qui est le plus dévastateur, du fait de la quantité largement supérieure dégagée dans l'atmosphère à cause de l'activité humaine. Ensuite, et parmi les services d'approvisionnement, la production de biomasse est associée notamment aux fonctions de régulation de l'eau, de la fourniture de nutriments et de soutien à la végétation. Un sol en bonne santé, riche en vie et en matière organique, permet une bonne croissance végétale. En premier lieu, l'alimentation. En supportant la végétation, les sols permettent la production de fruits, de légumes, de céréales pour une alimentation directe de l'homme ou pour nourrir les élevages, contribuant alors indirectement à l'alimentation de l'être humain. Évidemment, cette biomasse offre également des solutions pour la construction immobilière ou de mobilier, comme le bois d'œuvre, la production de matériaux, le papier, etc., avec le bois d'industrie, et la production d'énergie sous des formes variées. Bois d'énergie pour se chauffer, biocarburant de première génération à partir de betteraves par exemple, biogaz ou biométhane produit à partir de résidus végétaux divers comme les intercultures mais aussi à partir de maïs en silage. Enfin, et comme autre service de régulation, le troisième grand service écosystémique est celui dont on parle en filigrane depuis le début de cette vidéo et qui sera sans l'ombre d'un doute un enjeu majeur dans les décennies à venir, la régulation de l'eau en quantité et en qualité. Selon la composition et la qualité du sol, l'eau qui tombe du ciel peut soit ruisseler sur le sol et rejoindre un cours d'eau, soit au contraire s'infiltrer dans ce sol. Une partie de l'eau s'infiltrant peut être retenue par le sol, le reste étant drainé vers des aquifères souterrains, tout aussi importants pour satisfaire les besoins directs de l'être humain, voire irriguer des cultures. L'eau retenue par le sol peut elle-même être absorbée par les plantes lorsqu'elle n'est pas trop fortement retenue par ce sol, lorsque les pores sont de très petite taille. La proportion d'eau absorbée varie avec plusieurs facteurs, comme par exemple la profondeur du sol évidemment. Plus le sol est profond, plus il sera en capacité de stocker l'eau, mais aussi avec la texture du sol. Un sol sableux aura une faible capacité de stockage par exemple. Par ailleurs, le sol peut jouer le rôle de filtre naturel en retenant certains contaminants ou des particules sur lesquelles ces contaminants sont absorbés et qui peuvent être considérées elles-mêmes comme des polluants, notamment les micro- ou nanoplastiques. On pourrait également ajouter à cette liste ce qu'on appellerait un service culturel, car c'est dans nos sols qu'on enterre nos morts. Nous lui confions nos ancêtres, ceux que l'on a aimés, et avec eux toute la mémoire des milliers de générations d'êtres humains qui ont fait de cette terre la planète que nous foulons actuellement. C'est notamment grâce à ces services culturels que les archéologues, les historiens, les géographes peuvent retracer notre histoire avec le plus de fidélité possible, faisant de nos sols les archives du passé. Pour résumer, on l'a vu, les sols sont une mine d'or pour nous, et plus largement pour le bon fonctionnement des espèces sur lesquelles elles reposent. Malheureusement, et c'est là que ça se gâte, de nombreux dangers guettent ces services écosystémiques.
Une stat et une question. 1 centimètre de sol nécessite environ 250 ans pour se former. Voilà pour la statistique. Maintenant passons à la question. À votre avis, combien de temps pour construire un parking ? Vous l'aurez compris, inutile de forcer le trait, notre activité humaine est une véritable menace. L'artificialisation des sols par la construction de zones urbaines et de zones industrielles nous prive de nos sols, de leurs fonctions et de leur contribution à divers services écosystémiques. Mais ce n'est pas la seule menace pesant sur nos sols. Il ne faut pas oublier leur érosion, hydrique ou éolienne, associée ou non au travail du sol et aux moissons pour les terrains en pente. Une érosion qui peut être diminuée par de la matière organique, qui joue sur leur stabilité structurale, ainsi que par des couvertures végétales. Leur contamination par des composés organiques divers et éléments métalliques divers. La réduction de leur biodiversité ayant de multiples causes, dont leur appauvrissement en matière organique et le travail du sol. Leur salinisation et ou leur désertification, qui sont parfois irrémédiables dans d'autres pays, c'est-à-dire sans aucun espoir de récupération. L'industrie, l'agriculture, l'urbanisation, autant d'activités qui contaminent nos sols de façon chimique, mais aussi parfois de façon biologique, avec des virus ou des bactéries pathogènes de l'être humain, par exemple, lorsque ces sols sont irrigués par des eaux usées insuffisamment traitées ou par des eaux de rivières dans lesquelles des eaux usées se sont diluées. On pourrait y voir une forme d'impuissance face aux géants de l'industrie, responsables de ces catastrophes écologiques. Et qui suis-je pour peser sur les excès de pollution de ces grandes industries mondiales qui contribuent à la mort progressive de nos sols ? La réponse est claire, je ne suis personne. Mais vous commencez à me connaître, j'aime le positif. Alors, en préparant cette vidéo, je me suis évidemment demandé s'il existait des gestes simples pour prendre soin de nos sols, des petites actions anodines que je pourrais alors vous transmettre, parce que vous êtes maintenant 84 000 à suivre cette chaîne, et que même si c'est idiot à rappeler, une petite action multipliée 84 000 fois, ça fait 84 000 actions. Figurez-vous que chaque semaine, je parcours le sol de ma petite ville du sud de la Touraine en footing. Car il se trouve que je suis marathonien et en courant 3 fois par semaine, je ne peux que déplorer que nous n'ayons toujours pas compris qu'il faut arrêter de jeter nos déchets par terre. Et ces centaines de mégots que je vois à mes pieds pendant mes sorties en course à pied, ces dizaines d'emballages McDo, de papier en tout genre, ça, c'est nous. Et là-dessus, on a le pouvoir. Je fais partie d'un mouvement qui se nomme les plogueurs, ou coureurs-ramasseurs en français, qui consiste à ramasser les déchets qu'on croise pendant son footing. Amis runners, promeneurs, ça ne coûte rien. Pendant nos courses ou nos promenades, munissons-nous alors d'un petit sac dans lequel on ramassera les mégots et autres petits détritus. Et si vous n'avez pas envie de vous coltiner ce sac, prenez juste la petite habitude lorsque vous croisez une poubelle de regarder par terre autour de cette poubelle. Vous y verrez souvent des choses qui n'ont rien à y faire, qui polluent nos sols à petit feu et en plus qui vont participer à vous muscler les quadriceps lorsque vous plierez vos jambes pour les ramasser. Voilà un petit geste qui en plus va améliorer votre santé. Je ne suis pas un héros qui va sauver le monde. Je ne suis qu'un petit youtubeur, un simple gars qui aime la musique et la science. Je n'ai pas la prétention de pouvoir changer quoi que ce soit, mais en revanche j'ai la chance de vous avoir. D'avoir à mes côtés une communauté formidable de 84 000 personnes qui ont cliqué un jour sur ce petit bouton pour dire « Les histoires de ce type me plaisent bien. J'ai les mêmes valeurs que lui. » Je refuse de porter la responsabilité de devoir sauver le monde. Je ne suis qu'un petit maillon d'une grande chaîne. Je ne suis ni un héros, ni même un quart de héros. Mais en revanche, s'il s'agit de prendre soin de ce sol, j'accepte d'être un 84 millième de héros. Et vous ?